Bonjour à tous, bienvenue dans le Racontage, l'émission où de sinistres inconnus vous racontent mal une histoire préalablement bien racontée dans un livre. Je m'appelle David, je suis en compagnie de Clara. Salut Clara. Bonjour David et bienvenue au Trublion littéraire, amoureux des mots et des histoires qu'on raconte autour du feu, et à toutes celles et ceux qui écoutent le podcast pour s'endormir. Alors aujourd'hui on va parler d'un sacré bouquin, La Maison hantée de Shirley Jackson, roman d'épouvante néo-gothique culte du XXe siècle, The Haunting of Hill House, générique. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, moi j'ai envie de te demander un petit peu ce que tu as pensé de ce livre, mais de manière plus générale, j'ai envie que tu me parles de Shirley Jackson et un peu du rapport que tu as avec elle, quoi. Alors, aujourd'hui on s'attaque au monument Shirley Jackson, et je suis profondément heureuse qu'on fasse cet épisode. D'une part parce que c'est mon autrice préférée, donc forcément l'affect joue, mais aussi parce que c'est une figure littéraire qui est souvent mise sur la touche alors qu'elle a offert au monde des chefs-d'œuvre. Je vais essayer d'aborder sa biographie sous le prisme du roman féministe de Betty Friedan qui s'appelle La femme mystifiée. Et vous allez voir, c'est pas complètement tiré par les cheveux, et ça permet surtout de mieux comprendre le travail de la romancière. Dans cet essai, l'autrice étudie les phénomènes culturels qui pèsent sur les femmes américaines issues de la classe moyenne, ces femmes que l'on nomme négligemment les ménagères. Des femmes, des épouses, que l'American Way of Life présente comme épanouies dans leur foyer, pleinement heureuses de leur rôle social et satisfaites. Betty Friedan montre que le bonheur qui est vendu par la publicité contribue à cette pression culturelle. Et c'est en se rapprochant de dizaines de foyers qu'elle fait ce même constat. La femme américaine au foyer souffre profondément d'un problème qui n'a jusque-là pas de nom. Elle rencontre partout le même désespoir muet, l'envie et le besoin de liberté. Shirley Jackson, née en 1916 et meurt en 1965 à seulement 48 ans. Elle est issue d'un milieu aristocratique fortuné, mais très tôt, elle se sent étrangère parmi ses pairs. Les relations sont et resteront conflictuelles tout au long de sa vie avec sa mère. Et vous allez d'ailleurs voir que la figure maternelle dans son travail est toujours une figure terrible. Une sorte d'ombre qui plane sur les protagonistes, les empêchant de s'épanouir ou de se réaliser. En plus de son amour pour l'écriture, elle développe aussi assez jeune un penchant pour la sorcellerie, et si on en a assez peu de traces dans Maison hantée, c'est toute la trame d'autres romans, dont le plus flagrant est sans conteste Nous avons toujours vécu au château, que je vais citer allègrement parce que c'est mon roman préféré. Elle épouse Stanley Edgar Emin, un critique minable qui reçoit des accueils mitigés lors de la publication de ses articles sans grande importance. Et là, on voit toute la subjectivité de cette introduction. Il est jaloux de Shirley Jackson et de ses livres qui permettent de faire vivre la famille. Devant ses amis, il la nomme entre autres l'idiote douée. C'est un homme méprisable qui n'a pas de considération pour ses 4 enfants, que de fait, Shirley Jackson est obligée d'élever seule. L'autrice souffre de ce clivage entre la vie de ménagère qui lui incombe de facto et sa vie littéraire. Elle enchaîne les états dépressifs et anxieux, ce qui inévitablement détériore sa santé. Elle souffre de son rôle de femme au foyer, et c'est là que le parallèle avec l'essai de Betty Friedan intervient. Cette immense souffrance, elle la transmet à ses protagonistes, féminins pour la grosse majorité, qui souffrent de leur rôle social et culturel et rêvent de liberté. Pionnière néo-gothique, emblème de la science-fiction féministe, Shirley Jackson a véritablement écrit des œuvres d'une immense sensibilité. Ils sont terribles, et dans ses romans se jouent de grands drames sociaux et culturels à l'image du clivage qui a malheureusement gâché sa vie de génie. Maison hantée, comme tu le disais, paraît en 1959, et c'est pour citer Stephen King, l'un des meilleurs romans fantastiques du XXe siècle. S'il fallait décrire cette œuvre, je dirais que c'est comme une mélodie superbe dans laquelle on entend, ou du moins on croit entendre, dès le début, une légère dissonance, dont pourtant on n'arrive pas à saisir l'origine et qui crée un malaise qui est insaisissable, une pointe d'inconfort innommable. Et c'est dans cette brèche que s'écrit ce roman néo-gothique. Roman néo-gothique parce que vous allez le voir, c'est une histoire d'horreur psychologique qui montre un engouement affirmé pour le macabre, avec le topos littéraire que représente la maison labyrinthique, qui n'est pas sans rappeler les sombres châteaux pleins de détours dans lesquels se jouent les drames terribles, l'archétype de la jeune et fraîche demoiselle qui est retenue contre son gré dans un lieu par une entité, qu'elle soit humaine ou non, et évidemment la délectation que l'on sent très clairement pour les histoires passées, sombres et inquiétantes. Bref,
Bienvenue pour un nouvel épisode inquiétant et génial dans un monde déviant, à la limite de la folie et du paranormal. Ok, parfait, j'ai plus rien à dire en fait. Désolée. Effectivement, t'as raison sur ce que tu dis là. C'est ce bouquin, il est cool parce qu'il y a vraiment, comme tu dis, tout le topos de la maison hantée, tout ça. On verra qu'il y aura vraiment tous les codes, comme tu dis, vraiment tous les codes. Et en même temps, ils sont teintés d'une subjectivité et d'une sensibilité qui sont vraiment très 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 singulières. Et ça, je trouve que ça marque dès la première lecture. Moi, c'était vraiment le truc qui m'avait le plus marqué quand je l'avais lu la première fois, ce bouquin. Et à la deuxième, vraiment, ça m'a sauté à la gueule. Je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment une œuvre qui ne pouvait pas être écrite par n'importe qui. Je trouve qu'en fait, une lecture méta est quasiment obligatoire. Je trouve qu'en fait, l'autrice transpire sur toutes les pages, quoi, genre en mode, tu ne penses qu'à elle à travers ce roman, et c'est assez remarquable. J'adore quand les œuvres, elles sont vraiment très très racées, comme ça, vraiment très très puissantes, quoi. Juste, je fais une parenthèse aussi pour les auditeurs qui ne le savent pas, juste pour dire à quel point Clara est fan de cette autrice. Il faut savoir que depuis un temps, nous travaillons dans la même boîte, et un jour, je la croise à la machine à café, et je lui fais genre, yo, ça va? Et elle me répond, non, j'ai plus de Shirley Jackson à lire. Voilà, c'est le niveau. Non, c'est vrai que ça m'a... C'est un problème avec Shirley Jackson lorsqu'on commence à la lire et qu'il n'y a plus assez d'œuvres, c'est un vrai gouffre. En plus, il n'y en a pas 10 000, quoi. C'est ça le truc. Ouais, non... C'est courez l'acheter, courez le lire, c'est un sans faute. Et voilà, et puis pour finir sur mon avis, effectivement, La Maison Hantée, je l'ai trouvé incroyable, et j'ai trouvé même encore mieux à la deuxième lecture. Le bouquin, il est étonnant. Alors là, je vais paraphraser une personne qui est Ego Lector, qui est une personne qui a un compte Instagram littérature qui est très bien. Allez voir ce qu'elle fait, elle a des analyses très fines. Et en tout cas, une fois, elle avait dit au sujet de ce bouquin, moi j'ai été étonné, non pas pour ce que le livre contenait, mais pour ce qu'il ne contenait pas. Et je trouve que c'est super bien dit. Je me dis, en fait, je ne peux que paraphraser ça, parce que je me dis, effectivement, là où le livre est étonnant aussi, c'est que il va pas exactement là où on croit qu'il va aller. Il est parfois avare en péripéties, parfois pas du tout, parfois il lâche les chiens quand il veut le faire. Voilà, il peut étonner de ce point de vue-là, et on va le voir au cours de ce racontage. Avant de commencer, comme d'habitude, le petit abonnement si ça vous plaît, le petit like, allez nous suivre sur Instagram si ça vous dit, tout ça. Bref, merci d'être là à nous écouter, c'est trop cool. Le docteur John Montag, diplômé en anthropologie, décide de publier un article scientifique sur les différents phénomènes psychiques dont il serait le premier à rédiger un papier crédible. Dans un souci de rigueur scientifique, le docteur trouve une maison nommée Hill House, réputée pour son atmosphère lourde et hantée, qu'il loue et dans laquelle il invite les futurs protagonistes de ce chef-d'œuvre. Eleanor Vance, une femme de 32 ans qui aurait eu des expériences avec un poltergeist dans son enfance. Theodora, une jeune femme marquée dans les dossiers de laboratoire comme ayant des capacités psychiques potentielles, ainsi que Luke Sanderson, un voleur avec un penchant pour le mensonge, qui se porte également volontaire pour les rejoindre. Luke a en réalité été envoyé par sa tante, l'actuelle propriétaire de Hill House, pour garder un œil sur tout le monde et sur cette étrange requête. J'aime bien en fait le début de ce roman, il est quand même très clair. Genre, il est vraiment supra clair. Genre, dès le début, on connaît les intentions des protagonistes, enfin, en apparence du moins. On comprend que ce docteur, du coup, il veut faire, comme tu dis, cette recherche sur cette maison. Et on a des petites, comme tu dis, des petites descriptions des trois autres personnages. Et on comprend déjà un peu les profils de ces personnages. Eleanor, on voit que la narration s'arrête déjà plus sur elle que sur les autres. Je cite une page de la narration qui dit « Depuis toujours, aussi loin qu'elle s'en souvienne, Eleanor attendait secrètement quelque chose. » Donc, ok. On voit qu'Eleanor est une personne qui est dans l'attente. Bon, on va le voir tout au long de l'histoire, mais qui est Eleanor ? C'est ce qu'on va voir au cours de ce livre. Et d'ailleurs, la narration, après nous avoir fait ces présentations, rejoint tout de suite Eleanor, et on voit qu'en fait, cette Eleanor vit actuellement chez sa sœur et son beau-frère, et la scène commence, ils sont en train de se disputer. On comprend qu'en fait, Eleanor, ayant reçu cet appel du docteur Montag, décide de prendre la voiture pour les rejoindre. Sauf que sa sœur refuse. Il faut savoir que la voiture est un bien commun entre elle et sa sœur, mais sa sœur, très pragmatique, lui dit « non, si nous on a besoin de la voiture, avec l'enfant, tout ça, je crois que c'est ça. Voilà, donc non, ne prends pas la voiture. » Sauf que suite à ce refus, le lendemain, Eleanor décide de fuguer et de prendre la voiture pour rejoindre les trois autres zozos à la maison. Je tiens juste à préciser que la sœur d'Eleanor s'appelle Carrie. Pour tous les fans d'horreur, on peut faire un petit pont avec l'œuvre de Stephen King, J'ai pas noté du ça. coup, du même nom. Sur le chemin vers la demeure,
Eleanor se rêve enfin libre. Et je dis qu'elle se rêve parce que nous allons voir qu'elle a une véritable propension à l'évasion. Pendant qu'elle conduit, les fantasmes d'Eleanor évoquent les endroits qu'elle traverse, qui sont remplis de détails élaborés, d'autres vies qu'elle pourrait vivre. Tous ces rêves marquent son désir pour une existence paisible, libre. Elle s'arrête en cours de route dans un restaurant où elle entend une jeune fille insister pour boire son lait dans une coupe d'étoiles spéciale. Et ce passage laisse une empreinte spéciale sur notre protagoniste qui voit la quête d'indépendance et de liberté qui fait écho à sa propre volonté d'émancipation, puisqu'Eleanor a toujours vécu sous le joug d'une mère qui était terrible, invalide, et elle a vécu à son chevet, et donc le fait aussi que Carrie lui refuse la voiture, c'était une manière de la garder sous son joug. Et donc, son comportement puéril est évident. Dès le début, on sent une psyché endommagée, et c'est normal, il y a des années de servitude derrière ce comportement-là. Et sur tout ce chapitre, ce que je trouve cool, c'est que, en fait, comme tu dis, elle a une sorte de projection à chaque fois. Je cite, par exemple, quand elle prend la route, elle démarre la voiture sur la route, elle parle de la route comme, je cite, son ami désormais. Donc elle a ce genre de petites projections, ce genre de petites phrases comme ça. Au bout d'un moment, elle croise un carré fleuri où il n'y a pas de maison au milieu, machin, et elle dit, mais ça c'est sûrement un carré magique, tout ça, et je cite, je reviendrai rompre le maléfice. Donc en fait, Eleanor, elle est vraiment pleine de rêves. Tout passe par le prisme du rêve. Dans mes souvenirs, en fait, elle était très jeune, en fait, Oui. Eleanor. Elle avait genre 20 ans, tu vois, genre... Et à la relecture, je me dis, ah mais non, en fait, elle a mon âge, genre c'est une femme adulte, tu vois. Oui. Et ça transparaît pas tant que ça, tu vois. Elle est tellement enfantine, tellement pleine de rêves et tout, que, ok, il y a quelque chose d'un peu étrange, finalement, d'un peu dissonant. En très peu de mots et en très peu de formulations, on arrive à concevoir que le personnage d'Eleanor, il est juste un poil dissonant. Elle a quelque chose d'un peu uncanny. C'est un concept de robotique qui avait été fait par un japonais qui s'appelle... je l'avais noté ça. Masahiro Mori. Enfin, en gros, dans ça, il dit plus on est proche de la réalité dans la conception de robots, plus la moindre petite erreur ou le petit décalage peut paraître énorme. Et je trouve que Eleanor, c'est ça. Elle semble normale, et il y a juste ce petit grain de sable là qui fait que dès le début du livre, sans que la narration en fasse trop, bah tu étais en mode ok, spécial, mais ok, on va voir. Donc voilà, bon, elle part du bar où tu l'avais laissée. Avant de partir, la serveuse lui dit, je cite, « Bonne chance, j'espère que vous la trouverez, votre maison ». Je trouve que cette phrase, elle est cool parce qu'elle est un petit peu prophétique. Parce qu'on dirait qu'elle parle à la fois de Hill House et de la notion de refuge, de manière générale. Je trouve que malgré elle, la serveuse du bar, elle fait une phrase un peu méta sur l'œuvre. En tout cas, Eleanor reprend la voiture et elle roule jusqu'à enfin arriver au portail de Hill House. C'est la première invitée à arriver à Hill House. C'est une maison qui, je cite, est sans gentillesse, jamais destinée à être habitée. Et Jackson personnifie de manière effrayante l'extérieur de Hill House comme un visage éveillé et attentif, hautain, détestant et essentiellement mauvais. Elle rencontre donc les gardiens de la maison, Monsieur et Madame Dudley, qui semblent eux aussi peu accueillants, voire froids. Monsieur Dudley explique que lui et sa femme vivent à quelques kilomètres de là, ce à quoi Madame Dudley ajoute qu'il refuse de rester là après la tombée de la nuit. Le couple encourage d'ailleurs vivement Eleanor à quitter la maison. Tout est hostile. Son instinct même lui crie de s'enfuir immédiatement. Mais bien qu'elle soit terrifiée, malgré son jugement, son martèlement pétulant sur la porte est un défi lancé à la maison de la laisser rentrer. L'intérieur de la maison est sombre, les portes sont fermées, le silence est pesant, la construction presque labyrinthique et désorientante. Même Madame Dudley n'est pas naturelle. La description qu'elle fait de son quotidien est inquiétante, et la jeune femme se demande si elle n'est pas sous l'emprise de la maison, quoi que ça signifie. Avant de repartir ça, je reviens juste sur la fin du chapitre. Quand elle arrive à Hill House, Eleanor va se dire « Cette maison est malsaine, pars d'ici tout de suite ». Après, comme tu l'as dit, elle va finalement se raviser et décider d'entrer. Mais ce que je voulais dire en disant ça, c'est que je trouve qu'il y a aussi un vrai talent de narration pour faire des cliffhangers, j'ai trouvé. Alors, c'est le cliffhanger, finalement, c'est un truc qui se fait en art depuis très longtemps, en littérature. Mais je trouve que là, il y a un vrai talent qui est quand même très très moderne et très très série, quoi. Je trouve que le chapitre qui s'arrête sur elle qui se dit « Cette maison est malsaine, pars d'ici tout de suite » et boum, fin du chapitre. Pour moi, c'est vraiment la fin d'un épisode, quoi. Genre en mode, wow, ça c'est vraiment cool et très moderne, je trouve. Je me dis, un vrai talent du cliffhanger, quoi. Bon, alors comme tu dis, tout paraît étrange dans cette maison.
Je cite, « Par un incroyable défaut de conception, les dimensions de la pièce paraissaient faussées. Chacun des murs, qui pourtant se croisaient en angle droit, semblait soit trop court, soit d'une longueur démesurée. » Alors, je suis pas mathématicien ni architecte, je pense que c'est impossible, sinon il n'y aurait pas d'angle droit, mais ce que ça renvoie à ça, c'est que c'est complètement zinzin, quoi. Genre, il n'y a aucun repère. L'architecture, elle est un peu impossible, j'aime bien ce truc-là, c'est très contemporain, une architecture vraiment impossible, et qui met mal à l'aise. Et là, c'est un peu comme Eleanor aussi, il n'y a rien d'ostentatoire et de vraiment terrifiant dans cette maison, mais il y a juste un petit quelque chose de bizarre, en fait. Et que ce soit Eleanor ou l'architecture de la maison, eh ben, Shirley Jackson, elle dissémine un très diffus sentiment de malaise, une dissonance, voilà. Puis là, clac, elle entend le son d'une portière qui se ferme, et elle se dit « Ah oui, mais c'est vrai, il y a d'autres personnes qui arrivent. » Et là, c'est la deuxième protagoniste qui arrive, c'est Théodora. Du coup, la concierge emmène Eleanor dans la chambre bleue. Comme vous l'aurez compris, c'est une chambre qui est entièrement décorée de bleu. Et Théodora arrive, et elle est emmenée dans la chambre adjacente, qui est connue sous le nom de la chambre verte. Bon, on a compris, elle est verte. Très bizarre ça d'ailleurs, il n'y a pas de réponse d'ailleurs dans le livre. Non. Pourquoi une chambre bleue? Ok. Non, mais il y a vraiment une importance des couleurs. Ouais. Il y a le rouge, le bleu, le vert, et ce sont des couleurs toutes particulières dans le... Tu vois, Ouais, mais c'est étrange, hein. Ouais. Alors du coup, comme tu as dit, il y a Théodora qui est arrivée, et on le voit tout de suite, Théodora est une personne très très différente d'Eleanor. Déjà, le premier truc qu'elle dit en arrivant, elle dit « c'est exactement la maison de mes rêves ». Donc on voit qu'elle est déjà un petit peu pince sans rire, elle est beaucoup plus expansive, un peu plus fougueuse. Enfin, c'est vraiment un protagoniste qui est complètement différent d'Eleanor, qui dès le début est un peu renfermée sur elle-même, elle se pose beaucoup de questions, machin. Théodora, c'est l'inverse total. Les deux vont discuter, elles ont un dialogue qui est assez intéressant dès le début. Théodora regarde Eleanor et lui dit « vous semblez avoir peur ». Eleanor lui dit « je croyais toute seule ». Et Théodora va lui dire « je suis là maintenant ». Je trouve que cet échange-là, à lui seul, il cerne une des thématiques principales de Jackson, ou du moins dans ce livre, c'est la solitude et l'acceptation. Et donc, Théodora, fougueuse comme elle est, ou comme elle semble être du moins, elle dit « allons explorer ». Et du coup, les deux partent un peu explorer la zone, quoi. Eleanor est effrayée quand elle voit quelque chose bouger sur la colline. Et elle admet qu'elle doute de pouvoir terminer l'étude et qu'elle devrait peut-être rentrer chez elle. Théodora la rassure et elle lui dit qu'elle n'a vu qu'un lapin et que rien ne peut plus les séparer. Et là, on a un thème prépondérant, c'est celui de la sororité, qui aura par la suite une importance capitale sur l'histoire. Puisque bien qu'il y ait des différences marquées entre les deux femmes, leur compagnie offre des éléments de sécurité et d'équilibre dans l'atmosphère sombre et oppressante de Hill House. Alors qu'Eleanor est timide, elle est lâche, elle est maladroite, la nature audacieuse et enjouée de Théodora pousse Eleanor hors de sa zone de confort et la met au défi d'être courageuse. Leur décision de s'habiller ensuite de manière décontractée pour le dîner indique qu'elles décident d'établir leurs propres règles et qu'elles ne seront pas intimidées par Madame Dudley ou qui que ce soit d'autre. Lorsqu'elles décident de partager des détails sur leur famille et sur leur passé, le souvenir d'Eleanor des bas de laine forcés de sa mère dépeint une enfance sous le joug de cette figure maternelle qui est essentiellement mauvaise. Alors qu'au contraire, l'éducation de Théodora dans une école privée suggère un passé d'abandon solitaire. Et bien que les deux femmes revendiquent de manière ludique une parenté, puisqu'elles se disent cousines, basées sur les similitudes de leur passé, ce sont leurs différences qui renforcent leur lien fraternel réconfortant. Ce qui peut les rallier, ces personnages aussi, c'est que la première fois qu'on a parlé d'elle, à chaque fois, il y a eu une dispute. En fait, Eleanor, la première fois que la narration allait sur elle, c'était une dispute avec sa sœur. Et au tout début, je l'avais noté ça, il me semble, c'est que quand on présente Théodora, quand la narration présente Théodora, il me semble qu'elle était en train de se disputer avec sa compagne ou sa coloc. Enfin, c'est pas dit, je pense que sa compagne, mais il me semble qu'il y a déjà quelque chose de chaotique chez Théodora et Eleanor dès le départ, lié au rapport aux autres. Donc, les deux, elles bougent un peu dans le parc, elles avancent, et puis elles décident de revenir. En revenant à la maison, elles voient un homme. Bon, il fait un peu le mariole, il dit « Mesdames, si vous êtes les fantômes qui habitent cette demeure, je suis votre serviteur. » Bon, on a compris, c'est Lux Anderson, le gars qui semble être un bolos dans l'histoire. Donc le descendant des propriétaires. Puis enfin, la porte de la maison s'ouvre, et là, entrée, je suis le docteur Montag. Tous les personnages sont là.
Donc les 4 personnages vont du coup prendre un verre dans le petit salon, histoire de faire connaissance, tout ça, et d'expliquer un peu le truc. Le docteur, du coup, il va un peu expliquer ce pourquoi ils sont là, il va réexpliquer un peu tout le process, quoi. Il va dire, je cite, « J'espère que Hill House nous offrira un séjour très excitant ». Donc là, on voit aussi que le docteur Montag a un profil très différent des autres. Il est optimiste, il semble exempt de toute forme de peur concernant la maison, c'est juste un chercheur, il est très pragmatique. Il dit « Ok, demain, on visite la maison ». Et Théodora, elle lui tire les verres du nez, elle lui dit « Mais vraiment, pourquoi sommes-nous ici ? Qu'y a-t-il eu à Hill House ? Qu'est-ce qui se passe ?» Le docteur, il dit « Non, je vous dis ça demain, ce soir, vous risquez de partir, tout ça. » Il dit « Non mais accouche, frère, accouche, dis-nous. » Il va lui dire un truc, il dit « Le dernier à être parti de nuit est mort. » Ok. Luc, il s'énerve, il dit « Mais allez, raconte-nous. » Et du coup, le docteur se décide enfin à cracher le morceau et il va raconter un petit peu l'histoire de Hill House. La maison a été construite il y a 80 ans par un homme nommé Hugh Crane. Tragiquement, la femme de Crane est morte juste avant qu'il n'emménage. Donc la voiture s'est renversée dans l'allée. Hugh se marie 2 fois de plus. Sa seconde femme meurt dans une chute mystérieuse. Et sa troisième femme dépérit à tel point qu'à son tour, elle meurt. Chouette maison pour y passer d'agréables vacances. Mais ce n'est pas tout, bien au contraire. Crane finit par fermer la maison et envoie ses jeunes filles dans de la famille. Les années passent, les sœurs se disputent violemment la demeure de leur enfance. La sœur aînée y meurt et décide de la léguer à une jeune femme qui est alors gardienne. Pirouette avant, pirouette arrière, nous ne sommes pas au bout de nos peines. La cadette qui souhaite absolument reprendre la maison harcèle le gardien tant et si bien, émue par une haine et un profond désespoir, qu'elle décide de se pendre dans la tourelle de la maison. Hyper chelou, mais finalement, pourquoi pas, les parents du gardien, donc les Sanderson, ont alors pris possession de Hill House. Après ce tunnel de storytelling, du coup, les oiseaux décident de faire une partie d'échecs. Montag se fait peur en allant chercher les pièces. Il dit, je cite, « Elle vous observe, la maison », tout ça. On sent qu'il a envie d'y croire. Et ça, je trouve que c'est un truc intéressant qu'on va peut-être redévelopper plus tard, mais sur l'envie de croire en quelque chose. Bon, Eleanor et Théodora échangent, les 2 personnages se rapprochent peu à peu. On constate qu'Eleanor est obsédée par l'image qu'elle renvoie aux autres. Ouais. Elle est vraiment... c'est un gros truc de l'histoire, ça, d'ailleurs. Elle va d'ailleurs mentir au sujet de sa situation en piochant un peu dans ce qu'elle avait croisé sur la route. Je crois qu'elle dit, voilà, j'ai des lions de pierre qui décorent ma cheminée, tout ça, parce qu'elle a vu une maison avec 2 lions en pierre sculptés, tout ça. Donc, elle est vraiment pas à l'aise avec l'image qu'elle renvoie, et ça, c'est un truc qui va vraiment être clé dans l'œuvre, quoi. Mais ça, c'est aussi un passage un peu charnière dans l'œuvre, parce que elle prétend ne pas avoir eu peur de l'histoire de Hill House, mais tout ce qui lui a été raconté, ça trouve un écho chez elle, puisque en fait, ça l'a fait sombrer dans une espèce d'état second, et elle se perçoit un peu comme une entité distincte, un peu à part du groupe, puisqu'elle fait mine de participer à la conversation, alors qu'elle est tout entière tournée vers elle-même, et elle est là nerveusement à citer ses attributs, à se les répéter en boucle comme pour se rassurer, on sait pas trop. Et dans une dernière tentative un peu désespérée de s'ancrer dans le réel, elle inclut dans sa rêverie des détails sur l'endroit où elle se trouve, sur ce qu'elle fait sur l'instant. Et en fait, cet épisode quasiment de transe se termine sur une note qui est encore une fois très dissonante. C'est que d'un coup, elle dit au groupe « J'ai des chaussures rouges ». Ah oui. Il y a vraiment encore un truc sur la couleur, qu'est-ce que ça signifie, etc. Et en fait, donc nous on ne la voit pas, on suit ses pensées, mais Charlène nous donne des précisions. Elle a une parleur physique qui montre que c'est la peur qui a déclenché cet épisode de dissociation. Ouais. Et c'est aussi l'effort qu'elle a utilisé pour le maintenir. C'est ça qui est important. Ouais, c'est vrai. Et cette dissociation, on va voir que ça va peut-être revenir, elle va peut-être avoir des petites phases comme ça dans le roman, quoi. Et ce qui est intéressant aussi là, c'est que d'un point de vue purement roman d'horreur, d'épouvante et tout, jusqu'à maintenant dans le livre, et il est déjà bien avancé ce bouquin, il n'y a rien qui confirme ou n'infirme l'idée que la maison soit hantée. Même dans ce qu'a raconté le docteur, dans toute l'histoire, c'est une histoire certes tragique, mais rien ne semble forcément hanté. Et je trouve qu'on a surtout affaire à des gens qui ont envie d'y croire. Surtout le docteur, un peu ce truc, on va se faire peur, qu'est-ce que la maison nous prépare, ça c'est ce qu'il a dit ou ce qu'il va dire, je sais plus. Voilà. Fin du chapitre sur ça. Eleanor se réveille de l'une de ses meilleures nuits le lendemain. Elle a bien dormi, trop bien même. Elle se remémore un peu la soirée, elle se re-questionne encore sur l'image qu'elle a renvoyée aux autres. Preuve que ça, vraiment, c'est un truc qui
qui la bouleverse un peu. Elle retrouve Théodora à la salle de bain. Sous ses recommandations, elle décide de se faire belle, de se coiffer, tout ça. Les deux vraiment s'entretiennent dans un truc assez solaire quand même, à ce moment-là de l'histoire du moins. Elle va dire un truc important. Depuis la mort de maman, j'ai dû dormir encore plus mal que je ne le croyais. Là, c'est l'une des premières fois, il me semble, dans le livre, que est vraiment mentionné l'idée qu'il y a un trauma lié à sa mère. C'est un des premiers mots où c'est du moins elle qui le dit. Vraiment, c'est pas juste la narration. Elle décide de rejoindre les deux poteaux là pour prendre le petit déj le matin, puis elles se perdent, elles ouvrent des portes et tout, mais on est où, elles ouvrent les portes et tout. Puis enfin, elle retrouve le docteur, et il dit un truc intéressant, il dit, vous allez pas le croire, il y a 3 minutes, toutes ces portes étaient grandes ouvertes. Ok. Étrange, d'accord. Donc ils vont débriefer tous la première nuit, voilà comment vous avez dormi et tout, il s'est rien passé pour personne, machin, on a tous bien dormi, tout ça. Et le docteur Montag va revenir un petit peu sur la maison et il va expliquer l'architecture du truc, comment c'est un peu fait. Crane avait conçu la maison de manière à ce que chaque angle soit légèrement décalé, et du coup il se demande à voix haute si ça pourrait expliquer éventuellement les expériences paranormales des gens dans la maison. Ce truc des cercles concentriques, ça m'a rappelé le nom de la rose, moi. Ouais. Tu sais, le labyrinthe de fin, bien sûr. avec des pièces sans fenêtre, des pièces avec des fenêtres, qui est une des clés pour comprendre le labyrinthe, le nom de la rose. Là, c'est pareil, je me dis, d'accord, la maison avec les fenêtres et tout. Mais finalement, c'est pas tant que ça utilisé dans le livre. Juste là, on comprend que la maison est vraiment labyrinthique. Il leur fait faire un tour, et il leur montre la fameuse bibliothèque avec la tour, où s'est suicidée la personne, La sœur cadette. C'est la sœur, ouais, c'est ça, qui s'est suicidée. Et Eleanor a un gros coup de flip en passant devant la tour. Elle dit je ne peux pas, ma mère. Elle a un méga coup de flip, très étrange d'ailleurs. J'ai pas trop compris ce qui à ce moment-là lui rappelait sa mère. Je pense que c'est l'odeur des vieux livres, des machins. En tout cas, ils sont tous en mode d'accord, Eleanor, super, tout va bien. Alors qu'ils avancent dans les couloirs, ils ressentent tous un point froid inexplicable dans l'embrasure de la porte de la chambre d'enfant. Pendant une pause dans la découverte de cette maison, Théodora et Eleanor se rejoignent dans une de leurs chambres et Théodora décide de peindre les ongles d'Eleanor en rouge. Eleanor s'énerve et elle tente d'expliquer qu'elle croit que la couleur rouge est méchante. Plus tard dans la nuit, Eleanor se réveille pour entendre sa mère morte l'appeler et elle court vers la chambre de Théodora. Soudain, elles entendent toutes les deux un bruit de claquement dans le hall. Eleanor et Théodora se serrent l'une contre l'autre, alors que les coups continuent dans le couloir jusqu'à la porte de Théodora. La porte tremble violemment, s'arrête. Le docteur Montag et Luc arrivent peu de temps après en disant qu'ils poursuivaient quelque chose qu'ils ont vu dans le couloir. Ils ont cru peut-être entendre un bruit en s'approchant de la porte de Théodora, mais c'est tout. Je parlais plutôt du comportement puéril d'Eleanor et ça s'illustre parfaitement dans ce chapitre qui déploie vraiment le thème de la fragilité de l'identité et la peur d'Eleanor d'être traitée comme une enfant. Et du coup, il y a plein de détails qui suggèrent que les bruits seront moins paranormaux qu'induit de manière psychologique. Et pourtant, là, au cours de l'incident, Eleanor trouve étrange que Théodora puisse aussi entendre le martèlement. C'est comme si elle croyait que les bruits n'étaient destinés qu'à elle. À la première lecture, moi, il me semblait que c'était que Eleanor qui entendait les bruits sur la porte. En fait, non, Théodora les entend aussi quand même. Oui. Elle les entend. Les deux, elles sont en train de flipper. La poignée bouge vraiment, mais c'est vrai que à ce moment-là, comme tu dis, rien, pareil, n'affirme clairement que c'est quelque chose de paranormal. Enfin, ça pourrait très bien être des craquements. J'ai envie de dire, si tu crois vraiment aux fantômes et que tu vas te mettre dans une maison au bout de la campagne et tu passes une nuit, je pense que le moindre bruit peut te faire phaser. Mais bon, les bruits ont quand même l'air très très insistants. Et comme tu dis, il y a cet élément un peu mystérieux du chien. En fait, les deux oiseaux, Luc et le docteur, sont partis de leur côté suivre un chien. Donc, j'ai rigolé, j'ai écrit Boys Be Like, quoi. Les mecs, ils ont vu un chien, ils ont couru après, quoi. Ok, frère. Mais en tout cas, intéressant, le docteur Montag, il fait le point, il dit attendez, on a été réveillés avant vous, les filles, on a été attirés dehors, et on n'a pas entendu le moindre bruit. Et il en arrive à cette conclusion, ne semblerait-il pas que l'on cherche à nous séparer ?
La deuxième journée commence. Eleanor se lève, étrangement enjouée, comme le jour d'avant. Théodora, elle dit « Regardez, nous sommes fraîches comme 2 boutons de rose ». Donc c'est pareil, la matinée, elle est toujours un petit peu solaire. Ils débriefent tous les bruits de la nuit au petit-déj. Théodora dira « J'ai trouvé ça excitant ». Et le docteur, quant à lui, dira « Il est possible que tout cela ne soit causé que par les eaux souterraines ». Encore une fois, lui, il reste pragmatique, il a raison. Et on est dans le pur fantastique, où le rationnel a toujours sa carte à jouer. Il va même jusqu'à rappeler qu'il n'y a aucun danger physique à faire ce qu'ils font. Je cite « Aucun fantôme, dans les innombrables histoires que l'on connaît, n'a causé le moindre tort physique à qui que ce soit. Les seuls dommages sont ceux que la victime se cause à elle-même. » Ok, on s'en souviendra. Puis le docteur, il veut se prendre un petit café le matin, un petit kawa. Donc il demande à Luke d'aller le chercher auprès de Madame Dudley. Et là, Luke découvre les mots, et là j'ai fait la citation originale, « Help Eleanor come home », écrit à la craie dans le hall. Et là, Eleanor panique à l'idée que la maison connaisse son nom. Théodora, de suite, suggère que c'est Eleanor qui a écrit le message, et là, ça déclenche de suite une dispute. Et elle manifeste une peur évidente qui est très rapidement balayée par une sorte d'intense colère qu'elle tourne sur ses compagnons. Ce passage, il est assez fort. Je trouve que le coup des mots sur le mur, je trouve que c'est le bad total, déjà. Ça m'avait marqué la première lecture, je me dis ça, c'est un vrai élément d'horreur qui marche de ouf. Le coup de « Au secours, Eleanor, rentre à la maison sur les murs », ça fait bader de fou. Théodora finit par rassurer Eleanor, mais Eleanor, en son intérieur, soupçonne Théodora de vouloir se mettre dans le centre de l'attention. Donc il y a une forme de jalousie bizarre qui se crée avec Théodora. Enfin, il y a une espèce de micmac très étrange. En tout cas, après cet élément bizarre, la journée va se dérouler, le docteur va bosser dans son coin, et les 3 autres zozos vont explorer les alentours. Je reviens juste sur cette citation parce que je pense que ça sous-tend pas mal de choses. Ce message-là, donc elle est terrifiée à l'idée que la maison connaisse son nom, mais il y a un autre élément qui est, à mon sens, essentiel, c'est la notion de la maison et du foyer. Parce que comme on l'a vu dès le début, elle vit chez sa sœur et chez son beau-frère, elle a vécu au chevet de sa mère, et elle est en constante recherche d'un foyer et d'une maison. Donc là, lorsqu'on lui dit « reviens à la maison », cette maison, qu'est-ce que c'est ? Ça renvoie à quoi comme idée de foyer ? Et du coup, c'est terrifiant parce qu'en fait, on lui dit « rentre à la maison », mais cette maison-là, c'est un vrai gouffre, enfin c'est un vide. Ouais. Et du coup, c'est aussi ça qui, je pense, explique une partie de la colère d'Eleanor. Puisque cette maison, elle l'a pas, elle est complètement... elle est comme Shirley Jackson, elle est étrangère parmi ses pairs. Ouais, oui, parce qu'on rappelle, mais effectivement, elle n'a pas de maison, Eleanor, on l'a vu au début du roman, elle habite chez sa sœur, et elle n'y est pas super bien traitée de ce qu'on comprend, enfin, elle est un petit peu délaissée, enfin vraiment, elle n'a pas de home. Le jour d'après, alors que Théodora retourne dans sa chambre, elle découvre que tous ses vêtements ont été arrachés des cintres. Ils sont maculés de sang, ils sont complètement ruinés. Au mur, on retrouve une inscription directement adressée à Eleanor, qui la presse de retourner chez elle. Donc encore une fois, on a l'idée d'un foyer auquel il faudrait retourner. L'incident aurait de quoi inquiéter chacun d'entre nous, moi la première. Et bizarrement, Eleanor, elle reste de marbre face à la deuxième inscription, mais aussi face au désarroi de son amie, qui elle est complètement en train de péter les plombs. Et là, Eleanor, elle remet en question sa propre cohérence. Elle qui, la veille, avait du coup eu si peur devant l'inscription. Et elle dit simplement à ce propos que les mots ont peut-être été écrits avec du vernis rouge ou de la peinture, pas avec du sang. Et ça, c'est sa seule consolation. Et du coup, Théodora, qui n'a plus de fringues, se rend dans la chambre d'Eleanor pour lui prendre quelques pièces, ce qui provoque chez Eleanor une espèce de haine. Elle déteste voir ses vêtements portés par l'autre. Et quand je parle de haine, j'insiste vraiment parce qu'elle manifeste un vrai désir à voir Théodora souffrir. Elle s'imagine prendre du plaisir à la voir mourir. Donc une amitié, ma foi, fort sympathique. Fort sympathique. Non mais c'est vrai, et ça m'a vraiment marqué maintenant que j'ai lu Nous avons toujours vécu au château, on en reparlera plus tard bien évidemment, mais ce truc-là du personnage central qui couve en soi une haine viscérale. Au sujet de Théodora, Eleanor va dire « elle me dégoûte, j'aimerais la regarder mourir ». Et ça, c'est un truc qu'on a un peu dans le château, où vraiment le personnage couve vraiment une haine de ce qui l'entoure. Et là, voilà, je trouve qu'on découvre une facette d'Eleanor qui est nouvelle aussi, à ce moment-là, où elle est beaucoup plus venimeuse qu'elle n'en a l'air, ou du moins beaucoup plus sanguine. Là, tu te dis, ah ouais, c'est peut-être un peu disproportionné de faire ça. Donc, Eleanor, vraiment, personnage fascinant de ce livre, quand même,
où au départ elle était vraiment renfermée sur elle-même, elle reste quand même renfermée sur elle-même, mais elle était entièrement animée que par la peur de ce qu'elle renvoyait. Et là, à ce moment-là du livre, t'as l'impression qu'elle peut couver au fond d'elle des trucs vraiment violents, vraiment vénères. Et là, elle s'énerve au fond contre Théodora. Et en fait, tu dis qu'elle s'énerve au fond, et parce qu'elle elle a l'impression qu'elle masque super bien, alors que assez tôt, il y a le docteur Montag qui voit une sorte de dégradation de son état mental par ses états... Donc c'est très très tôt. Un peu plus tard, il y a Eleanor qui entend un enfant être torturé dans la pièce voisine alors qu'elle s'endort et elle sort. C'est le soir, Eleanor... Non, c'est pas le soir. Je sais plus si c'est le soir aussi. Et si elle est en train de s'endormir. Ah oui, c'est ça, elle s'endort en soir, et c'est vrai que là, elle entend un enfant en train de hurler. Alors, elle est vraiment dans le noir complet de la chambre et tout. Et là, elle stresse. C'est vraiment une scène qui est assez terrifiante. Elle décide de prendre la main de Théodora dans le noir parce qu'elle a vraiment peur. Elle entend même un petit rire derrière la porte, puis une voix étouffée. Elle n'arrive pas à parler, elle est terrorisée. Elle serre la main, les pleurs de l'enfant s'amplifient. Elle va chuchoter, voilà, je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Donc là, j'ai marqué terreur stonks. Puis finalement, elle finit par hurler assez, tu vois, genre elle hurle. Et puis les lumières se rallument. Et Théodora se réveille et elle dit genre qu'est-ce qui se passe? Et là, Eleanor va dire mon Dieu, à qui était cette main que je tenais? Ça, c'est balèze, je trouve, en termes d'horreur. C'est un truc de fou. Il faut savoir que ce livre a été adapté dans les années 60 au cinéma. Alors, j'ai pas... Ça s'appelle La Maison du Diable, je crois que c'est de David Wise dans les années 60, je crois. Bref. Mais il faut savoir que cette scène, elle y est dans le film. Et j'ai des souvenirs assez vagues, je l'ai pas revu depuis, mais j'étais petit. Il devait passer à la télé, j'étais vraiment petit. Et cette scène-là, je m'en souviens, dans le film, il l'a fait. Parce qu'elle est très cinématographique, en fait. Ouais. Et en la relisant, je me dis, mais ouais, c'est vraiment cinématographique. Et petit flip, vraiment petit flip, quoi. Ouais. Et un truc qui est aussi terrible dans cette scène-là, c'est la familiarité de cette voix. Parce que Eleanor croit reconnaître cette voix d'enfant, et donc à un moment donné, elle suggère même que c'est celle d'un enfant qu'elle aurait eu. Ouais. Elle est encore dans le rêve, tu vois, et c'est ça qui est horrible. Elle est vraiment présentée comme la principale victime à la fois de la maison, mais aussi du groupe. Parce que bon, pour la maison, son nom apparaît plusieurs fois sur le mur, mais en plus, elle a été choisie parce que c'est la plus faible du groupe. Ils se liguent contre elle. Enfin, ils sont pas vicieux, ils sont plutôt condescendants, mais ils ont une vision commune d'Eleanor qui est comme en permanence en quête d'attention, vaniteuse, et forcément ça les distingue d'Eleanor. Et tout contribue à créer un personnage qui est faible, qui est mis de côté, et donc un personnage auquel on peut s'attaquer sans trop de répercussions. Tous les personnages, ils ont une interaction différente avec elle. Le docteur, lui, il est très très paternaliste, un peu, il l'analyse, comme tu dis. D'ailleurs, il a su la cerner assez tôt. Et Théodora, et c'est le plus important dans l'histoire, c'est qu'elle, elle est vraiment chaud-froid. Parfois, elle est très très aimante, très très à l'écoute, et parfois, elle est beaucoup plus venimeuse. Et donc, en fait, les personnages, entre guillemets, tourmentent Eleanor comme des esprits maléfiques, quoi. Et parfois, comme tu dis, malgré eux, parce qu'ils sont pas forcément mal intentionnés. Alors, Théodora, parfois, l'est, mais je veux dire, le docteur ne l'est jamais dans cette histoire, par exemple. Il est plutôt bienveillant. Ouais. Mais tout ça, quand même, ça contribue quand même à mettre Eleanor dans une situation de faiblesse totale. Elle est infantilisée, elle est bolossée, et de manière un petit peu insidieuse tout le long du livre. Ouais. Et donc, on voit déjà qu'au départ, elle avait une santé mentale qui semblait fragile, mais en fait, elle se dégrade petit à petit, parce qu'en fait, elle se fait grignoter par les autres. Voilà. Donc c'est assez terrible, et c'est super bien écrit, quoi. Donc le jour s'est levé sur la compagnie et la terreur, encore une fois qui a été ressentie durant la nuit, s'évapore aux petites lueurs de la matinée. Comme si la nuit avait le monopole des peurs. Pendant qu'Eleanor et Luc sortent prendre l'air, la jeune femme lui demande de lui raconter quelque chose sur lui. Petit à petit, il se dévoile, il raconte la mère qu'il n'a jamais eue et qu'il aurait aimé avoir. Il lui raconte que parfois oui, il aimerait que quelqu'un le fasse grandir. Pour la première fois de sa vie, Eleanor se retrouve seule avec un homme et l'intimité qui les lie est pour Eleanor le terreau fertile à toutes sortes d'élucubrations. Nerveusement, son esprit s'enflamme, elle cherche à connaître les intentions profondes de Luc et aussi son caractère.
Elle l'appréhende de Luc un peu comme un mur à la peinture qui s'écaille et qui découvre une autre peinture beaucoup plus lugubre, malveillante. Il faut savoir que dans les romans de Shirley Jackson, les hommes représentent toujours une menace plus ou moins latente. Il y a d'ailleurs 2 archétypes, celui qui menace l'intégrité de la protagoniste, donc c'est celui qui semble vouloir lui dérober quelque chose ou prendre sa place. Dans Maison hantée, l'archétype est incarné dans la personne de Luc, mais on peut aussi trouver l'exemple de Charles, tout droit issu de Nous avons toujours vécu au château. Le deuxième type constituerait la menace latente, celui qui découvrira tôt ou tard les brèches de la protagoniste ou la réalité. Ce rôle revient à notre cher professeur ou à l'oncle Julian, si on continue de faire des ponts avec l'autre monument littéraire de l'autrice. Et leur conversation, encore une fois, elle illustre la fragilité de l'identité. Le manque d'amour maternel est décrit comme le plus sûr moyen de fracturer le soi. Et Eleanor, elle aspire à ce que Luc l'interroge sur elle-même, afin qu'elle puisse se sentir vue, qu'elle soit entendue, qu'elle existe, ou peut-être à un niveau plus intérieur, afin qu'elle puisse mieux comprendre qui elle est elle-même. Et ses pensées révèlent une sorte de bataille intérieure dans laquelle elle désire et elle craint à la fois de savoir ce que Luc pense d'elle, et elle aspire et elle rejette à la fois la possibilité de son affection. Non, c'est intéressant. Tu sais que j'avais fait peu de lignes sur ce passage-là. En fait, c'est que c'est méga intéressant. J'avais pas vu ça comme ça, effectivement. Mais tu vois, je trouve qu'il y a souvent des duos dans les œuvres. Donc du coup, t'as lu Nous avons toujours vécu au château, mais tu vois, t'as les 2 sœurs, enfin l'idée de la sororité, puis les 2 hommes qui s'allient parfois. Et tu vois, elle essaye de protéger son monde, et je le vois un peu comme ça, comme une sorte de réécriture. Oui, c'est vrai, et souvent, c'est ça, et ça marche par paire. Et là, le moment où elle parle avec Luc, c'est le moment où les 2 paires se cassent. Et du coup, tu as un élément de chaque paire qui se rencontre. C'est vrai que j'avais pas noté, mais ce dialogue, il était intéressant. De retour à l'intérieur, Luc découvre un livre que Hugh Crane a fait pour ses filles. Ce bouquin est un avertissement à leur rencontre. Elles doivent se comporter comme 2 petites filles pieuses et vertueuses. Le livre comprend des peintures sanglantes de Goya, des images bibliques graphiques de personnes brûlant en enfer, et un message de Crane écrit avec son propre sang. Dégoûtée, Théodora maudit le livre, elle maudit Hill House, et elle taquine ensuite Eleanor à propos de Luc, demandant à Eleanor si elle l'invitera à revenir dans son appartement avec sa tasse d'étoiles après la fin de l'étude. Du coup, Théodora, voilà, c'est ça, elle bolosse un peu Eleanor. Et Eleanor, là, du coup, piquée un peu dans son orgueil, ou du moins dans son amour-propre, elle décide de se barrer. Théodora la rejoint, les 2 s'expliquent, elles finissent par faire plus ou moins la paix, et les 2 se rapprochent petit à petit, et finissent par marcher dehors. Là, c'est intéressant, parce qu'on voit du coup que Théodora est aussi insondable qu'Eleanor, et les 2 sont très très intenses, ces 2 personnes très intenses, quoi. Elle est vraiment sur quand même un chaud-froid perpétuel, où vraiment on ne sait jamais comment se situer vis-à-vis d'elle. Et ce qui est intéressant dans ce livre, je trouve que c'est un livre qui est finalement assez court, et pourtant, Shirley Jackson a réussi à créer des personnages qui sont vraiment très complexes. Ils sont vraiment pas archétypaux. Bref, elles marchent toutes les 2, c'est une très belle scène. Puis petit à petit, Eleanor, elle ressent un petit peu de la peur. Je cite. « Le sentier les conduisit à destination, et mourut sous leurs pas. Eleanor et Théodora se trouvaient devant un jardin, aveuglés soudain par la lumière du soleil, et l'éclat de 1000 couleurs. Et, chose incroyable, il y avait un groupe de gens qui pique-niquaient sur l'herbe. » Donc, vision de ouf, hein. On rappelle que là c'était le soir, et d'un coup, soleil de dingue, des gens qui pique-niquent, Théodora hurle, ne vous retournez pas, courez. Eleanor et Théodora partent en panique. Une fois de retour à Hill House, le docteur il est en mode, on vous a cherché pendant des heures, vous étiez où et tout. Et donc les 2 sont vraiment sous choc, en panique. Ce passage, il est quand même méga étrange. Ouais. À la recherche, je me dis, c'est peut-être une des seules fois où on pourrait vraiment se dire, on a vu des fantômes dans le truc, quoi. Je sais pas. Ouais. C'est trop bizarre. Et je sais pas, toi tu l'as interprété comment ça? Moi je l'ai vu comme plutôt l'illustration d'un désir collectif. Et ce serait le désir collectif du groupe, donc de retrouver sa maison et sa famille. Tu vois, parce que t'es vraiment dans un pique-nique un peu familial avec des enfants. Eleanor a eu une enfance cruelle, elle cherche un endroit où se sentir chez elle.
Théodora a été isolée dans son enfance et elle porte maintenant son indépendance comme un bouclier contre l'affection. L'enfance orpheline de Luc l'a laissée suspendue dans une sorte d'adolescence perpétuelle. Et le désir du docteur Montag de lire aux enfants suggère un désir inassouvi d'avoir ses propres enfants. Et du coup, tu vois, C'est vrai. on a des sortes d'enfants psychologiques qui se révèlent pendant le séjour du groupe à Hill House. Et ils se manifestent maintenant dans un cadre gothique, tu vois, pour vraiment les mettre en exergue. Et du coup, on peut encore une fois expliquer par, comme tu le dis, le côté on a vu des fantômes, mais en même temps, est-ce un fantôme, est-ce un désir ? Ouais, c'est ça, c'est étrange, mais il y a une forme de folie collective qui prend le truc en jeu, parce que là, Théodora se met à hurler, elle aussi, elle voit les choses quand même, ou du moins elle semble les voir. Encore une fois, ça peut être un biais de confirmation aussi. Encore une fois, quand t'as envie de croire en quelque chose, tu le vois. En tout cas, la soirée se passe, et on se retrouve le lendemain. Ding dong. Il y a quelqu'un qui se ramène. Qui est-ce ? Les Jets du village. C'est la femme du docteur Montag qui est parapsychologue, c'est-à-dire qu'elle étudie les phénomènes paranormaux qui mettraient en jeu le psychisme et son interaction avec l'environnement. Remercions l'outil informatique pour cette brève définition. Donc elle arrive à Hill House avec son ami Arthur. Elle est embarrassée par le manque de progrès du docteur Montag. Et là, Madame Montag prétend qu'elle va arranger les choses avec une approche, ma foi, plus méthodique. Attention, la bonne femme a un sacré grain, comme vous allez le voir. En fait de méthode, elle a apporté sa planche de Ouija, super scientifique, gentiment nommée Planchette. Donc là, la volonté de rigueur scientifique du professeur qui s'était déjà pas mal étiolé au cours de ce bref séjour éclate vraiment. Là, il en prend un vif coup. Hein. Bah, il y a un truc de comique et de déconnecté direct, quoi. Genre, elle est là, on va commencer à faire une petite séance avec Planchette, Arthur. Donc, et c'est super étonnant parce que je trouve que juste avant, dans le bouquin, on était presque à un climax d'horreur ou vraiment de quelque chose de très étrange. Et là, d'un coup, dans ce dernier tiers d'œuvre, Shirley Jackson fait un peu redescendre la pression, tu vois, dans cette dernière ligne droite, et nous met d'un coup presque un personnage comic relief, quoi. Genre là, elle arrive avec sa planchette, t'es en mode, ok, d'accord. Alors elle va faire sa petite séance dans son coin, et elle va revenir en disant, ok, il y a le spectre d'une religieuse ici, qui fut emmurée vive. Puis elle va dire, il y a un puits caché sous la maison, et tout. Bon, le docteur, il va dire, bon, on n'a jamais eu une quelconque histoire de religieuse dans l'histoire, d'où ça sort, là. Et on a vraiment la sensation, moi j'ai vraiment eu ça en lisant, que c'est un personnage qui se crée un délire de toute pièce, à ce moment-là. Vraiment, elle se crée un délire. Elle fait part d'une conversation qu'elle aurait eue avec une entité en utilisant Planchette. Et l'échange peut se résumer à ça, c'est « Que faites-vous ? J'attends. Vous attendez quoi ? Maison. Pourquoi ? Maman. » Donc, tout le monde est un peu en mode d'accord, vous avez entendu ça par une entité, machin. Théodora va dire, mais pourquoi vous vous en prenez à Eleanor ? Et Madame Montag va dire, ah mais c'est pas vous, Eleanor, merde, bon ça change rien, mais merde, il fallait qu'on me présente mieux. Bref, on dirait que aussi qu'elle est frustrée que ces histoires ne conviennent pas à l'image qu'elle s'en faisait à la base, tu vois. Peut-être qu'elle pensait se servir d'un personnage comme Théodora pour se créer un truc et tout, et finalement on le voit qu'elle n'a pas du tout ciblé la bonne personne. Bon. Après, fantastique oblige, peut-être qu'elle a vraiment eu une entité qui lui a parlé, je ne sais pas. Oui, après, même une horloge cassée donne l'heure exacte 2 fois par jour. Oui, voilà. Oui, donc gros doute. Là, j'ai marqué Press X for doubt. Genre, c'est gros doute sur les conclusions de Madame Montaigu qui semble inventer un délire de toute pièce. Madame Montag insiste pour passer la nuit dans la chambre d'enfant, la pièce la plus hantée de la maison, dans laquelle ils avaient trouvé le point froid. Elle dit à tout le monde de ne pas avoir peur, parce que la plupart des esprits sont simplement solitaires et aspirent à la connexion. Et en fait, l'arrivée de Madame Montag crée une nouvelle tension entre le réel et les capacités psychiques. Puisque les résultats, comme tu le disais, ils introduisent des clichés qui sont présents dans d'innombrables histoires d'horreur, donc la nonne, un moine mystérieux. Et son insistance sur la véracité de ses découvertes invalide ses méthodes et sa respectabilité en tant que chercheuse paranormale. Mais en fait, on pourrait aussi avoir peut-être une capacité psychique. Bon. Peut-être. Et en fait, c'est pas clair si elle communique avec des esprits ou si elle communique directement avec l'esprit d'Eleanor. Puisque c'est Nell, maison, maman. Donc autant d'échos... Oui. Quand même, qui rappelle vraiment Eleanor. C'est ça. Donc là, c'est un petit doute quand même sur la véracité de ce qu'elle dit. Tu te dis, voilà. C'est quand même un peu pertinent sur ce point-là, du moins.
Ou alors, juste, elle se sert de ce qu'elle sait de Eleanor pour créer son délire, ouais. Son d'elle. Avec ses méthodes charlataniques et son approche obstinée, Madame Montag, elle met l'étude et ses participants en danger d'invalidation ou de châtiment surnaturel, d'ailleurs. Ouais, oui, c'est clair. Alors, la nuit arrive, ils vont tous se coucher et tout, et alors là, comble du ridicule, il y a Arthur, il dit « Vous inquiétez pas, j'ai un flingue. » Genre, ok frère, le mec il a amené un Glock. Bon, tout le monde va se coucher. Et en soum-soum, Eleanor et Théodora elles rejoignent le docteur et Luc dans leur chambre pour un peu débriefer ce qui est en train de se passer là. Et ils sont en mode, mais attends, mais ce boug il va tuer quelqu'un, il a un flingue, enfin genre, qu'est-ce qui se passe là, genre... Et le docteur, il est quand même assez critique envers sa femme, c'est vrai, il va être en mode un peu gêné, et il va dire, je cite, « Au départ, elle avait l'intention de m'accompagner durant la totalité du séjour, sauf qu'elle s'est inscrite à un cours de yoga et ne pouvait pas le manquer. » Donc là, t'es en mode, ok, bon, c'est pas sérieux ce qui se passe là, c'est vraiment pas sérieux. Mais les bruits reprennent dans le couloir. Là, les 4, ils décident de boire un coup. Ils font que boire. C'est vrai, dans ce bouquin, ils font que boire aussi. Ils font que boire, ouais. Ils font que boire, genre. Ils jouent aux échecs, des fois. Ils boivent, ouais, mais... ça m'a sauté aux yeux en le relisant. Je me dis, mais ils picolent tous les soirs, en fait, c'est ça leur rituel, quoi. En tout cas, ça tambourine à la porte, et puis enfin, la maison entière semble trembler. Donc, panique totale. Là, ça m'a rappelé un peu des pages de la maison Usher, tu sais, où à la fin, elle s'effondre. Et puis, Eleanor reprend ses esprits dans une pièce toute calme. Elle est en mode, ok, qu'est passo, quoi. Et Théodora lui dit, Hill House est allée danser, à moins qu'elle n'ait voulu exécuter une série de sauts périlleux. Encore une fois, toujours le doute quant à la véracité des événements. Je me dis, est-ce que c'est Eleanor qui avait peut-être un peu trop bu et qui a senti que la maison tournait, machin, et Théodora qui s'en amuse à son réveil, ou est-ce qu'il s'est vraiment passé un truc étrange avec des bruits, des tremblements et des knock-knock sur les portes? On ne saura pas trop. Le lendemain matin, Madame Montag et Arthur se plaignent de leur nuit. Ils sont en mode, oh là là, le vent, les planches, l'odeur, tout ça. Bon, eux, a priori, n'ont rien entendu de ce qui se serait peut-être passé le jour d'avant. On voit aussi qu'ils sont déconnectés. Là, on voit qu'il y a déjà une vraie déconnexion. Comme si la maison, si elle est hantée, comme elle semble peut-être l'être, en tout cas, ne s'occupe pas du tout de ces deux personnages. Elle n'en a rien à foutre. Plus tard, alors que les personnages sont en train de faire leur petit compte-rendu journalier, il faut savoir que tous les jours, ils écrivent un peu leurs sensations, leurs machins. Il se passe une scène importante. C'est Eleanor qui parle à Théodora et elle dit « Quand nous quitterons Hill House, je viendrai avec vous. » Là, Théodora, elle est en mode « Comment ça genre ?» Et Eleanor, un peu gênée, elle va quand même réitérer et elle va dire « Ouais, je viendrai vivre avec vous. » Théodora, elle est un peu médusée, mais bon là. Eleanor, à ce moment-là, se dévoile encore plus. Elle dit, je cite, « Je n'ai jamais eu personne à aimer, je veux avoir une place quelque part. » Donc là, on rejoint ce que tu disais tout à l'heure, vraiment le sentiment d'appartenance. C'est vraiment un truc qui tourmente Eleanor. Et Théodora va lui répondre « Je n'ai pas l'habitude de recueillir les chats perdus. » La scène, je la trouve assez forte, assez déchirante, finalement, parce que Eleanor, je trouve qu'elle se jette à l'eau et tente un petit move comme ça auprès de Théodora en mode j'aimerais bien repartir avec toi. C'est quand même très maladroit, mais c'est une manière à elle qu'elle a d'affronter peut-être une de ses plus grandes peurs, qui est du moins l'abandon ou le rejet social. Et elle tente un peu comme ça, c'est quand même très maladroit de l'amener comme ça, mais elle se prend un râteau quand même, parce que Théodora lui met un vrai râteau là, pour le coup elle lui dit non. Et Eleanor, à ce nom, elle réagit avec nostalgie, et elle dit « Je n'ai jamais été désirée nulle part ». Donc imaginez la douleur d'une femme qui a vécu dans le rejet toute sa vie, et qui s'accroche désespérément à l'amour de ses compagnons. Et le désir d'Eleanor de rentrer chez elle et de retrouver sa famille est motivé par sa peur d'être seule, sa quête pour trouver un endroit où elle appartiendrait. Bien que les femmes se soient précédemment déclarées cousines, le refus de Théodora d'accueillir Eleanor montre qu'elle veut pas avoir à assumer le rôle de famille pour Eleanor. Et du coup, afin de se débarrasser de la terreur de la nuit, les deux jeunes filles, qui sont accompagnées par Luc, décident de partir marcher jusqu'à un ruisseau. Sauf que lorsqu'ils ne sont pas dans la maison, ils marchent toujours dans son ombre, ce qui fait que toujours plane au-dessus de leur tête un voile singulier et pesant, plein de menaces sourdes, de sous-entendus et d'une violence latente. Eleanor, qui évolue sous emprise de la maison, se questionne sur la raison du décès de sa mère,
dont elles se sont responsables. Tout simplement parce qu'elle s'est pas réveillée la nuit où sa mère a appelé pour ses médicaments. Théodora entend ça, elle réagit, je pense innocemment, peut-être sans malice. Elle se demande à voix haute si Éléonore, en fin de compte, ne se complaît pas dans la tourmente ou si elle aime tout simplement pas se sentir responsable de la mort. Et du coup là, c'est encore un coup dévastateur qui est porté à l'ego en construction d'Éléonore. Et donc là, elle se met à avancer, perdue dans ses pensées, un peu déboussolée, à la limite de l'errance, et elle se rend pas compte qu'elle a marché plus vite que ses compagnons et qu'elle est arrivée devant le ruisseau, mais complètement seule. Ça résume toute l'œuvre, quoi. Finalement, elle finit par marcher toute seule. Et cette scène, ouais, elle est très forte, parce que déjà, la notion de responsabilité vis-à-vis de la mort d'un proche, on l'avait pas eu depuis le début du livre. Je trouve que ça, c'est une clé qui se dévoile plus tard. Et elle va même le verbaliser, elle va dire c'est peut-être ma faute si ma mère est morte. Et là, t'es en mode ok, j'ai une clé en plus pour comprendre les traumas d'Éléonore. Et comme tu dis, sa mère appelait d'ailleurs en frappant sur le mur, ça rappelle les coups frappés dans Hill House la nuit quand même. Et ce qui tourmente Éléonore, c'est pas qu'elle ne se soit pas réveillée, c'est encore pire. Ça la traumatise, mais ce qui la traumatise encore plus, c'est qu'elle se demande si elle ne s'est pas réveillée puis rendormie. C'est en fait, ce trauma-là, c'est la clé de toutes les manifestations qu'on a eues dans Hill House depuis le début. Je trouve que là, c'est très clair à ce moment-là. T'es en mode, d'accord, les coups sur les murs, d'accord, le message rentre à la maison, Éléonore, j'ai besoin de toi, aide-moi. Tu vois, tous ces trucs-là. Et encore une fois, à la première lecture, je suis aveugle, quoi. Je l'avais pas vu, quoi. À la deuxième lecture, j'étais en mode, putain, c'est évident. Genre, tout vient de la psyché, enfin, du trauma lié à sa mère, quoi. D'ailleurs, quand elle se retrouve seule à ce moment-là, elle semble entendre des voix au loin, et je cite, « C'était une voix qu'elle avait écoutée toute sa vie. » Donc là, on sait pas trop ce que c'est, mais on présume que les voix qui tourmentent parfois Éléonore rappellent peut-être la voix de sa mère, on sait pas, mais c'est pas très clair, c'est pas explicitement dit, mais bon. Et c'est ça qui est terrible, c'est parce que du coup, cette voix fantomatique qu'elle croit entendre, ça l'apaise, et quelque part, elle demande à ce compagnon invisible de rester. Et donc, t'imagines le désespoir total dans lequel elle est plongée, c'est qu'elle préfère avoir un compagnon invisible plutôt que de se retrouver seule. Et du coup, le comportement maniaque d'Éléonore dans sa quête d'un foyer et d'une famille signale que sa perception de tous les concepts est faussée et qu'elle comprend même pas ce qu'elle recherche en fait. Ouais. C'est ça qui est... Et je trouve que ce passage-là, il est ultra dur aussi à la lecture, tu vois. Comme cette image de Éléonore qui finit par marcher seule dans ses pensées, tout ça sans les autres, là, je trouve que c'est le moment où elle va petit à petit devenir un peu un fantôme, entre guillemets, quoi. Donc, parce que d'ailleurs, pour la suite du chapitre, seule, elle va se mettre à espionner un peu les autres. Elle va espionner Théodora et Luc, qui discutent. Ensuite, elle va espionner le docteur, qui parle avec Arthur. Puis enfin, elle va espionner Madame Montague et Madame Dudley, qui parlent dans la cuisine, il me semble. Je trouve qu'à ce moment-là, plus que jamais, Éléonore, c'est une figure spectrale, tu vois, qui se joue d'ailleurs de la bâtisse pour écouter, surveiller. Elle est là, elle est un peu disparue aux yeux des autres, quoi. Elle n'a laissé aucune impression sur les autres. Et c'est ça qui est flagrant, parce que dans la maison d'été, Luc et Théodora discutent du livre de Monsieur Montague, de qui figurera, mais ils ne mentionnent pas Éléonore. En faisant des plans pour explorer le bord du ruisseau, ni l'un ni l'autre ne se propose de lui lancer une invitation. Quand Arthur demande au docteur Montague où se trouve tout le monde, le médecin mentionne où se trouve tout le monde, sauf Éléonore. Ouais, c'est vrai. Dans la cuisine, alors que Madame Dudley et Madame Montague parlent des jeunes invités, elle ne mentionne que Théodora et Luc. Ouais. Bien qu'Éléonore apparaisse comme faisant partie du groupe, dans cette scène, du moins, son identité est complètement spectrale. Ouais. Et on pourrait se demander si elle n'est pas vraiment une invitée de la maison. Oui, c'est clair. J'avais pas noté ça, mais c'est vrai qu'il y en a pas un qui parle d'elle, c'est vrai. Alors que pourtant, ils parlent tous les uns des autres. Oui, c'est vrai. Et là, pour une fois, ils parlent pas du tout d'elle, il y a aucune interaction qui est liée à elle, c'est vrai, j'avais pas noté ça. Alors là, on arrive dans le chapitre final, petit à petit. Là. Donc ça commence, c'est la nuit, et Éléonore fugue de sa chambre. Et là, en marchant, elle entend la voix de sa mère qui dit « Par ici ». Éléonore, elle suit la voix. Elle marche, et puis petit à petit, elle va se décider d'aller tourmenter tout le monde. Donc elle va toquer aux portes, elle va bouger les poignets. Là, vraiment, elle est un peu devenue un fantôme dans l'idée, quoi. Et les autres se réveillent, et finalement, quelqu'un va dire « Éléonore a disparu ». Alors commence un jeu du chat et de la souris dans la maison. Les trois autres vont essayer de trouver, enfin les 5 autres, pardon, vont essayer de trouver Éléonore qui, elle, se cache dans la maison, c'est en pleine nuit, elle marche et tout. Je trouve que le livre, il a souvent fait appel à des codes liés à l'enfance. Tout le long, quand il parlait, comme tu disais au départ,
Théodora et elle se disaient tiens nous sommes cousines, il y a un truc un peu enfantin comme ça. Plusieurs fois dans le livre, le soir quand ils boivent des coups, ils se créent des jeux ensemble, même dans leur manière de parler et tout, quelque chose de très enfantin. Et là c'est pareil, là on est vraiment dans le climax de l'enfantin, c'est presque un jeu entre guillemets, tu vois, c'est un cache-cache ou un trap-trap. Et aussi dans son autre roman, Shirley Jackson, j'ai trouvé qu'il y avait ça. Des petits codes comme ça liés à l'enfance, mais un peu twistés. Mais Eleanor, à chaque fois, elle a ce petit truc. Lorsqu'elle se réveille le premier matin, elle se remémore la veille et elle dit « J'espère que je n'ai pas laissé chez les autres une impression de gros bébé. » Ouais. À un moment donné, pour se distinguer des autres, elle les traite d'enfants. Donc tu vois, il y a toujours ces codes puérils et pour elle, c'est une manière de se distinguer aussi des autres. C'est clair. Et ben là, ouais, du coup, elle court, et puis finalement, elle est acculée, parce que les autres finissent par l'encercler, tout ça, et elle décide de monter la tour de la bibliothèque, la fameuse tour, du coup, où, on s'en rappelle, dans l'histoire, et ben, c'était la fille, une des deux filles, c'est ça ? La fille cadette. La fille cadette s'était suicidée en se pendant. Elle monte l'escalier en fer, elle monte. Et à ce moment-là, elle ne fait plus qu'un avec la maison, j'ai l'impression, quoi. Lorsqu'elle passe devant la chambre d'enfant, elle sent plus le point froid et au contraire, elle a l'impression que toute la maison, dorénavant, est chaleureuse. Comme si elle faisait plus qu'un, justement, avec cette maison-là. Et qu'elle était la seule capable d'entendre les cris de la maison et son âme. C'est ça, mais et elle s'enorgueillit de ce savoir-là, quoi. Pas de lion en pierre pour moi, songea-t-elle, et pas de laurier rose non plus. J'ai brisé le charme de Hill House et je suis parvenue à entrer. Donc là, à ce moment-là, comme tu dis, elle est la maison. Elle dit qu'elle arrive à leur échapper en utilisant sa capacité à entendre tout dans la maison. Et donc elle monte ses escaliers, elle monte, et les autres ils sont en bas. Et ils gueulent genre Eleanor, descendez et tout, descendez. Puis Luc décide de monter pour la chercher. Elle, en haut, elle est vraiment comme un petit animal qui n'a plus nulle part où aller. Et elle tente d'ouvrir la trappe, en haut il y a une trappe. Et celle-ci est malheureusement clouée. Et après 1000 sollicitations de tout le monde et tout, et elle, constatant qu'elle est vraiment piégée, elle décide de se soumettre et de redescendre avec Luc. Donc une fois en bas, il y a tout le monde qui respire en mode... d'accord. Et elle réalise, elle dit ah bon, je suis vraiment montée là. Madame Montag, vraiment trop aveugle pour voir ce qui se passe dans cette maison, va dire eh ben voilà, à cause d'elle, pas de fantôme ce soir. T'es en mode ok, mais toi t'as rien compris quoi. Elle a vraiment rien pité. Donc Eleanor est redescendue, grosse frayeur, tout le monde est kécho au max quand même. Et puis là, le lendemain, il se passe cette chose, c'est que le docteur va dire Luc va amener votre voiture. Théodora montera faire vos valises et il faut que vous partiez. Et donc, elle est pressée de rompre toute association avec la maison. Et alors qu'elle descend l'allée, elle regarde les autres qui la regardent partir. Elle entre dans sa voiture, elle les salue. Et soudain, elle accélère vers le chêne. Et pendant un bref instant, elle se demande pourquoi elle le fait et pourquoi les autres ne l'arrêtent pas. Et je te remercie de m'avoir laissé raconter cette fin d'Eleanor que j'aime tout particulièrement. Et donc voilà, elle se suicide dans l'allée, comme tant d'autres avant elle. Et donc, après le suicide d'Eleanor, l'étude se termine et les autres retournent à leur vie. Elle finit par mourir à la porte de Hill House. Et cette fin, elle est quand même vachement déchirante parce que, du coup, quand tous les autres lui disent de partir, c'est parce qu'ils ont constaté qu'en fait, elle était vraiment habitée par quelque chose. Et ils lui ont dit, il faut que Eleanor, que vous partiez, parce que là, ça devient dangereux pour vous et pour les autres. Là, vous avez failli vous suicider en vous mettant en haut de cette tour. Et le moment, où ils lui disent de partir, je trouve que c'est vraiment le moment brutal, parce que là, elle se fait vraiment têche, quoi. Et là, Eleanor vit enfin peut-être son pire cauchemar factuel, c'est l'exclusion sociale. Elle se fait exclure du groupe, vraiment, et encore pire, de la maison. Elle est en mode, mais vous pouvez pas me séparer de cette maison maintenant, quoi. Cette fin, je la trouve également super violente. Déjà, elle est très abrupte. Je trouve que le livre, il se termine de manière nette. D'un coup, t'es en mode ah d'accord, waouh, ok. Et ce qui la rend brutale, c'est que les personnages sont confrontés à en fait la pire des horreurs. Et cette horreur-là, c'est juste le réel.
Je trouve que depuis le début, ils s'entretiennent un peu dans quelque chose un peu de peur, de, tu sais, ce thrill un peu de on va voir des fantômes, on va noter des trucs, ça fait peur, des machins. Et au final, ce qui est beaucoup plus terrifiant, c'est que Eleanor s'est juste suicidée devant eux. Et je trouve qu'en fait, l'impact du réel, il est beaucoup plus brutal que n'importe quel autre truc fantastique, tu vois. Être face à la mort de quelqu'un, au suicide de quelqu'un, je pense que c'est vraiment la chose la plus abominable, quoi. Et genre vraiment, le livre se termine là, et je trouve que ça met un peu une claque à tout le monde, lecteur comme personnage. J'ai l'impression qu'ils sont tous en mode, ok, fin de la récré, on va arrêter de rigoler. Eleanor, elle allait pas bien, et mais finalement, ça n'a pas coupé, il s'est passé ça sur la fin. Ouais. Et un truc qui est très douloureux aussi, c'est le fait que au moment où elle entre dans sa voiture, elle-même ne sait pas qu'elle va rejoindre Hill House et que Hill House va devenir sa maison pour l'éternité. C'est qu'il y a Luke qui le pressent. Et en fait, il la regarde rentrer et d'un coup, il a ce mouvement de... Il va se passer quelque chose. Il essaye de la retenir comme si c'était possible. Et en fait, non, c'est trop tard. Elle a déjà le pied sur l'accélérateur. Elle va vers le chêne et j'ai l'impression que tout se finit sur un geste inachevé. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que tu vois, la quête d'Eleanor pour son foyer, pour l'identité, prend fin aussi abruptement qu'elle s'est pris le chêne. Sauf qu'elle se prend le chêne, quelque part, elle ne rentre pas dans Hill House. Tu vois, elle est dans l'allée qui mène ou qui fait sortir. Luke termine sur ce geste un peu comme ça. Enfin, ils sont tous en suspens. Ouais. Et je pense que c'est aussi ça sa force à Eleanor, c'est qu'ils se sont tous alliés dans une sorte de condescendance à son égard. Et du coup, ça a rythmé son état d'esprit à elle. Et elle, sa force, c'est que dans le dernier passage, c'est elle qui impose son rythme et qui suspend tout. Ouais. Et c'est le point de suspension de toute cette histoire, en fait. C'est clair. Et c'est ça qui est trop chouette. Oui, c'est clair. C'est d'un coup, dans la mort, et du coup, dans Hill House, elle retrouve une force qu'elle n'avait pas. C'est vrai. Et même de manière méta, parce que c'est elle qui clôt le livre. Parce qu'en fait, il y a juste une page, je crois, après la mort d'Eleanor. Donc c'est vraiment, la fin, elle est très factuelle. Hein. Quand tu dis, l'étude s'arrête, le machin, point final, fin du bouquin. Et donc... avec la force de cet acte final, Eleanor, elle clôt même le livre. Tu sais, elle est en mode, plus d'Eleanor, plus d'histoire, en fait. Les gars, je prends le contrôle, je prends les rênes du livre de manière un peu méta, je prends les mots, je prends les phrases, et je ferme la porte à clé, c'est ciao, je reste à Hill House, et vous barrez, en fait. Mais c'est même pas, tu vois, pas très clair aussi qu'elle puisse rester à Hill House. Enfin, je veux dire, ça, c'est juste dans une vision un peu poétique et fantastique qu'on aurait, une lecture fantastique, de se dire que le personnage va rester en spectre ou quoi, dans la maison. Mais c'est même pas dit dans le livre. Je trouve que le livre s'arrête de manière tellement abrupte qu'elle aussi, elle enlève ça un peu à Eleanor, la narration, je trouve. Elle a même pas entre guillemets, une happy end de fantôme, entre guillemets. Oui. Juste la mort coupe le livre. Genre, c'est la fin. Alors que, dans l'autre souvenir que j'ai du film de David Wise qui apprenait ça, alors faut fact-checker ce que je dis, parce que je l'ai vu il y a littéralement 1000 ans de ma vie, quoi. Genre, mais la fin du film, c'est un plan sur la maison avec la voix off de Eleanor qui dit « J'ai rejoint les spectres de la maison ». Voilà. Mais en fait, sa mort aurait été superbe si elle était morte dans la tourelle, tu vois, en pleine force, parce qu'on a l'impression d'une renaissance. Elle court, elle se sent vivre, elle se sent chez elle, puisque la maison est chaleureuse, etc. Et si elle était morte sur cet escalier branlant, sa mort, elle aurait été fantastique, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est que, et c'est un peu malheureux de dire ça comme ça, mais lorsqu'elle essaye d'ouvrir la trappe, donc c'est forcément une image de liberté, on ouvre la trappe, machin, mais aussi une forme de suicide, tu vois. Elle ouvre la trappe, elle se jette, mais non. Elle est fermée. Ouais. Et j'ai l'impression que ce dernier truc, lui est opposé par la maison, tu vois. Ouais, donc comme si, en fait, dans la mort, la maison à laquelle elle dit appartenir, je disais non. Ouais, oui, c'est ça. Ce piège final, il est cruel de ouf. Il est très cruel parce que, comme c'est un peu ce qui se passe avec Théodora, où elle disait on se sentait tellement bien, je peux aller chez toi. Et c'est comme si elle avait mis ça à la maison et la maison lui disait non, non, regarde, non, on reste fermé. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle meurt finalement sur l'allée, tu vois, qui ne fait pas partie de la maison. C'est vrai. Oui, ça, comme tu dis, t'as raison, c'est parce que ça m'avait étonné à la première lecture, parce que moi j'étais persuadé qu'elle allait mourir dans la tour. Et tout le monde s'y attend, je pense, quand elle commence à monter les marches, tout ça, je me suis dit, tiens, elle va mourir comme ça, du coup, en se pendant comme la fille dans l'histoire. Et pas du tout. Et ça rend le truc presque anticlimatique.
Ouais, c'est comme tu dis, elle a pas une mort vraiment dramatique, gothique, tu vois, de la grande tour, le machin, cette image-là, elle a même pas ça, ça lui est refusé, en fait. Et finalement, elle meurt dans sa caisse, contre un arbre, c'est complètement anticlimatique, c'est complètement réaliste, je trouve. Et du coup, ça rend le truc assez dérangeant, je trouve, t'es en mode, ok, bon, bah c'est même pas une mort néo-gothique, Ouais, c'est ça. romanesque de C'est ouf, tu vois. même ça, ça lui est Ça lui est refusé. refusé, t'as même pas droit à une fin comme ça, t'as juste un accident de la route, quoi. Un accident de la route, tout ce qu'il y a de plus banal et de plus... Ouais, j'ai l'impression que vraiment, Shirley Jackson, elle a essayé de lui donner. Et au dernier moment, enfin, tu donnes d'une main et tu reprends de l'autre. Ouais, c'est clair. Et finalement, c'est un fracas qui est complet, quoi. C'est terrible. Bah, ce qui m'a marqué, ce qui m'a choqué en relisant cette œuvre, c'est à quel point elle est fondatrice, en fait, dans l'horreur et l'épouvante qu'on connaît aujourd'hui. Déjà, je sais pas toi, mais en la relisant, je me suis dit, mais en fait, c'est le proto-Shining. En fait, quand il pense, c'est un peu le proto-Shining, genre, tu sais, les lettres sur les murs, les red rums, les machins comme ça. Mais aussi, surtout, pour un truc qui, depuis ce livre, même depuis Shining, et jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu un peu un écueil, mais à cette époque-là, ça c'est un peu jamais vu, c'était ce truc où l'horreur émane de la psyché. Tu sais. Et maintenant, on a vu ça de partout, tu vois, dans Shining, c'était ça, je veux dire, dans Shining, il y avait deux choses qui ressemblent à la maison hantée, c'est que, les murs semblent être la menace, il n'y a pas une menace concrète, c'est juste l'Overlook Hotel qui est, ça, c'est l'Overlook, qui semble être menaçant, et la deuxième chose, c'était qu'en fait, l'horreur venait puiser dans la psyché de Jack Torrance, et sur ses accès de violence et son alcoolisme, tout ça. Là, on dirait que c'est pareil. La maison va cibler un personnage et va prendre sa psyché pour le torturer, quoi. Et en même temps, pareil, dans Shining, le point de focal, c'est Danny. C'est le petit enfant qui se balade comme ça, oui, qui croit entendre, qui croit voir, mais... Du jeu un peu pareil, c'est ça. Il joue dans la maison, tout ça. Et voilà, cette horreur qui émane de la psyché, bah, depuis, on l'a vu, mais des millions de fois, et même au cinéma, là, j'ai écrit 2-3 références, mais par exemple, le film L'échelle de Jacob, avec Tim Robbins, où le personnage est hanté par la guerre du Vietnam, et c'est pour ça qu'il voit tous ces monstres-là. On aura aussi ça dans le jeu vidéo, par exemple, avec Silent Hill 2, où le personnage principal est juste traumatisé par un élément qu'on apprend à la fin du 2, donc faites-le pour savoir. Mais en tout cas, c'est pareil, donc l'horreur vient de la ville de Silent Hill, et du coup, elle vient puiser dans sa psyché pour faire apparaître des émanations horribles, dans le but de le tourmenter, ou du moins de le faire réaliser un élément. Et là, c'est pareil. Donc la maison hantée, c'est vraiment le proto, ça. Et c'est trop fort. Avant de se quitter, j'ai envie de te dire, bon, je sais ce que tu vas me répondre, mais si tu avais un autre livre à me conseiller de Shirley Jackson, qu'est-ce que ce serait ? Je vais faire style, je connais pas la réponse. Il faut savoir qu'elle me l'a conseillé pendant 1 an avant que je le lise. Donc, je t'ai harcelé avec ce livre. Du coup, je l'ai lu et il est effectivement très bien. Mais du coup, c'est quel livre, dis-moi ? Ce serait donc Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson, qui est, à mon sens, le meilleur livre de l'autrice. Petit point personnel, Maison hantée, c'est ma jeune sœur qui me l'a offert. Et il traînait un petit peu comme ça dans ma bibliothèque. Et j'ai passé plusieurs mois sans prêter attention. Et un jour, alors que j'étais pas chez moi, j'ai été vraiment prise d'une envie de lire ce bouquin. Je me suis dit, il est où ? J'envoyais des messages, il faut que je le lise. Et je pense que je suis tombée sous le charme de Maison hantée, comme Eleanor est tombée sous le charme de Hill House, en évidemment un peu moins morbide. Et du coup, j'étais dans une sorte de frénésie où il fallait que je lise du Shirley Jackson, puisque j'étais tellement motivée par sa plume, par sa sensibilité. Et du coup, le premier livre sur lequel je suis tombée, c'est Nous avons toujours vécu au château. Et en fait, c'est un bouquin qui est assez différent de Maison hantée, du moins dans le début. On est moins sur du paranormal, on est plutôt sur un roman qui a pour moteur principal la sorcellerie. Et en fait, au fur et à mesure du bouquin, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'un gouffre s'est ouvert devant moi et je le lisais avec beaucoup de plaisir. Et en fait, j'ai réalisé que j'adorais ce livre, mais à un point, j'ai pas réalisé. Et c'est ça qui est fort avec Shirley Jackson, c'est qu'elle vous prend par la main. Elle vous emmène là où elle veut vous emmener. Et c'est un coup sûr.
Et du coup, dans Nous avons toujours vécu au château, c'est l'histoire de Mary Katz, qui est une jeune fille de 18 ans qui vit dans un château avec sa sœur Constance et l'oncle Julien. Toute leur famille a été décimée 6 ans auparavant. Ils ont été assassinés avec de l'arsenic. Et tout le monde a accusé la sœur aînée de Mary Katz, donc Constance, et c'est une sorte de huis clos dans ce château. Ouais. Voilà, c'est avec une quête un peu de sorcellerie. Pareil, une psyché vraiment dissonante. Je vous conseille sa lecture. Pareil, vous avez La Loterie aussi, qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie, parce que le peuple américain refusait qu'un événement qui semblait aussi vraisemblable puisse avoir lieu dans une petite ville américaine. Et donc ça a fait beaucoup de bruit. Ils ont demandé une censure sur ce bouquin. Heureusement, il n'y en a pas eu, mais voilà. Mais lui, il faudrait que je le lise. Lui, je ne l'ai pas encore lu, j'avoue. Donc j'attends que tu me le conseilles pendant encore 1 an avant de le faire. C'est comme ça que je fonctionne. En tout cas, Nous avons toujours vécu au château. Effectivement, je l'ai lu, mais moi, récemment, du coup. Et j'ai adoré aussi. C'est un vrai diptyque, c'est ce qu'on se disait avec La Maison Hantée. Je trouve que les deux, il y a des parallèles à faire de partout. Il y a presque de la symétrie dans plein de trucs. Les 4 personnages, le machin, la psyché des persos. C'est vraiment symétrique. Donc, en fait, si vous lisez La Maison Hantée, en fait, faites pas comme moi, à attendre 1 an. Lisez l'autre tout de suite. C'est presque la suite. Enfin, c'est pas la suite, mais... dans l'idée, c'est vraiment la deuxième phase de cette même pièce, quoi. Shirley Jackson, dans ces 2 bouquins, en fait, elle va réécrire un peu des peurs ancestrales, en quelque sorte, ou des idées comme ça, des contes. Et dans La Maison Hantée, c'est un peu la maison hantée, comme le nom du livre, donc c'est les fantômes, les spectres et tout. Et dans Nous avons toujours vécu au château, d'une certaine manière, c'est les sorcières, c'est la witch house. Et donc dans les 2 cas, le lieu en lui-même, donc la Hill House d'un côté et la, je sais plus comment il s'appelle, le machin manor, le manoir du deuxième, ont vraiment des identités très 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 distinctes et qui couvrent en fait des forces peut-être un petit peu surnaturelles ou démoniaques. C'est assez brillant. Donc lisez Shirley Jackson. Si ce racontage vous a plu, vous pouvez quand même lire le bouquin parce que on n'est pas passé sur tous les éléments. Merci à tous de nous écouter. Cet épisode était un peu plus long que les autres. Donc on espère qu'il vous a plu. En attendant, comme cela a été dit au tout début, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous. C'est tout, c'est déjà très très bien. C'est top en fait. Et sur ce, je pense qu'on peut se dire au revoir, je pense. Oui. Ouais, on peut. On fait ça, alors super. Faisons ça. Allez, des bisous à tous et à la prochaine pour un autre racontage. Faites de beaux rêves.